Il n'y a pas de nourriture pour toi ici, orphelin. En cette nuit glaciale à Ashford, dans l'Illinois, la lune se cachait derrière les nuages. C'était comme si elle ne voulait pas être témoin de ce qui se passait en bas. Un garçon de 9 ans était assis devant la porte de la maison qui, la veille encore, était de la sienne. Il serrait fort ses genoux, essayant de ramener son petit corps en une seule boule de chaleur. Le froid s'infiltrait de partout, à travers les trous de sa chemise fine, depuis la terre gelée sous lui, et par le vent qui ne connaissait aucune pitié. Mais ce qui était plus cruel que le froid, c'étaient les bruits qui s'échappaient de la porte derrière lui. Le cliquetis des assiettes, les rires des enfants, leur mère servant le dîner. Son oncle Glenn mâchait bruyamment et confortablement. Pendant ce temps, l'estomac vide du garçon transformait chaque son de nourriture en une véritable torture. Il n'avait pas mangé depuis l'aube, et ce qu'il avait mangé à l'aube n'était pas grand-chose. Il frappa une fois, doucement, et attendit. La femme qui ouvrit était l'épouse de son oncle, Pamela. Elle le regarda avec ce regard auquel il s'était habitué. Pas tout à fait de la haine, mais pas la moindre trace de chaleur non plus. Le regard de quelqu'un qui voit quelque chose de dérangeant et qui n'a pas encore décidé comment s'en occuper. Il demanda s'il restait de la nourriture. Elle répondit non et referma la porte. Il resta là, dehors, comme tant de nuits auparavant. Mais cette nuit-là était différente. Parce que cette nuit, dans ce froid qui coupait la peau, quand la faim criait plus fort que tout le reste, le garçon de 9 ans prit une décision. Le genre de décision que les enfants ne devraient jamais avoir à prendre. Il décida qu'il ne resterait plus assis à cet endroit, que si personne dans cette petite ville ne voulait de son existence, alors il ne leur donnerait plus son existence. Son nom était Emmerich. Emmerich Stone. Ils ont affamé l'orphelin, l'ont laissé dormir dans le froid, mais il a grandi, a gravi les échelons de la pègre la plus sombre de Chicago et est devenu l'un des chefs de la mafia les plus redoutés que la ville ait jamais connus. Puis un jour, 22 ans plus tard, il est revenu dans cette même petite ville, déguisé en étranger. Et ce à quoi cette ville a dû faire face, personne ne l'avait vu venir. Si cette histoire vous émeut, laissez un j'aime, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Maintenant, retournons là où tout a commencé, à cette nuit froide à Ashford, et au garçon qui a décidé qu'il en avait assez. Ashford était le genre de ville où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde, où une touque dans la nuit à un bout de la rue devenait un commérage le matin à l'autre bout, où chaque porte était fine, mais le cœur des gens était épais. Toute la ville savait que Glenn Stone avait pris la maison de son jeune frère après la mort de ce dernier. Savait que Glenn avait aussi pris la terre. Pris tout ce qu'il y avait à l'intérieur aussi et avait appelé cela un remboursement de dette. Et savait que le fils de 9 ans de son frère n'avait été inclus dans aucun des calculs de Glenn. Glenn n'était pas mauvais de la manière dont les gens choisissent d'être mauvais. C'était le genre d'homme avec une moralité modérée. Quelqu'un qui ne faisait pas de mal aux autres intentionnellement, mais qui ne se souciait pas non plus de ce qui ne lui rapportait aucun profit. Et Emmerich ne lui rapportait aucun profit. Le garçon était un fardeau pour la nourriture, pour l'espace de couchage, pour le temps que Glenn voulait garder pour ses 3 fils, Wade, Perry, et Dwight. Pas pour le neveu qu'il n'avait jamais demandé. Toute la ville savait, et toute la ville ne faisait rien. Hugh Alderman, le chef de la ville, un vieil homme aux cheveux d'argent que les gens d'Ashford respectaient, voyait parfois Emmerich marcher sur la route avec des vêtements fins dans le froid. Il secouait la tête avant de continuer son chemin. Ce hochement de tête était tout ce qu'il faisait. Pas un mot, pas une action, seulement un hochement de tête. Puis il se détournait, comme si cela suffisait à lui donner le sentiment de s'être soucié. Les femmes de la ville chuchotaient entre elles derrière les clôtures, sur le pas de leur porte, après la messe du dimanche. Elles disaient que le garçon était pitoyable, que Glenn était allé trop loin. Mais les chuchotements ne craignent pas de chaleur, et la pitié ne remplit pas un estomac vide. Puis il y avait Franklin Burgess, l'homme d'affaires le plus riche d'Ashford. L'homme qui possédait des terres, le magasin de matériaux de construction, et qui avait la voix la plus pesante à chaque réunion de la ville. Un matin, Franklin se tenait devant l'unique épicerie d'Ashford et vit Emmerich. Un petit garçon maigre, portant un fagot de bois de chauffage plus lourd que la moitié de son propre poids, pour l'échanger contre une miche de pain. Franklin se tourna vers l'ami qui se tenait à côté de lui et dit d'une voix qu'il ne prit même pas la peine de baisser.
Une voix qu'Emmerich entendit mot pour mot. Une mauvaise herbe qui pousse dans un sol mort ne porte jamais de fruits. Son ami rit et s'éloigna. Et Emmerich resta là, le fagot de bois dans ses bras, la miche de pain passe encore dans ses mains, entendant chaque mot. Il ne pleura pas. Il ne répondit pas. Il resta simplement là. Et cette phrase se glissa au plus profond de sa poitrine. L'endroit où les mots reçus dans l'enfance ne s'effacent jamais vraiment. Ils restent là et se transforment. Il y a des enfants qui entendent des mots comme ça et s'effondrent, qui croient qu'ils sont vraiment des mauvaises herbes, qui acceptent qu'ils ne deviendront jamais rien. C'est la première sorte, celle qui se transforme en désespoir. Mais il y a une deuxième sorte, celle qui se transforme en carburant, celle qui n'est pas écrasée par le mépris, mais propulsée vers le haut par lui. Pas éteinte par lui, mais enflammée. Emmerich appartenait à la deuxième sorte, et les nuits où il était couché à la belle étoile, les nuits sans nuages, quand les étoiles apparaissaient au-dessus de l'Illinois, comme des millions de points froids et brillants, il y avait quelque chose dans ses yeux qui commençait à prendre forme. Pas les yeux d'un enfant perdu, pas les yeux de quelqu'un d'abandonné, attendant que quelqu'un vienne le sauver, mais les yeux de quelqu'un qui compte, de quelqu'un qui se prépare, même s'il ne savait pas encore à quoi il se préparait. Il savait seulement que chaque nuit froide qui passait ne le rendait pas plus faible. Elle le rendait plus dur. Mais dans cette ville où personne ne se souciait de regarder Emmerich une deuxième fois, il y avait un homme qui le faisait. Son nom était Sawyer Briggs, un ancien Marine des États-Unis qui avait servi dans la guerre du Golfe. Il était rentré chez lui avec une blessure à la jambe droite qui n'avait jamais vraiment guéri. Il était retourné à Ashford quand l'armée n'avait plus de place pour un soldat qui ne pouvait plus courir. Et il vivait seul dans une petite maison à la lisière de la ville, tenant un minuscule atelier de réparation. Il y réparait des tondeuses à gazon, des pompes à eau, des tronçonneuses, tout ce que les gens lui apportaient de caissé. La ville le respectait de la manière dont les gens respectent quelque chose qu'ils ne comprennent pas entièrement. Ils savaient qu'il avait été un guerrier, qu'il avait porté une arme dans le désert. Mais maintenant, c'était un homme boiteux assis dans un garage taché d'huile, réparant des choses que n'importe qui pouvait simplement acheter neuves. Et il ne savait pas où le placer dans l'ordre de la ville. Sawyer s'en moquait. Il vivait avec le silence d'un homme qui en avait assez vu pour ne pas avoir besoin que quelqu'un le comprenne. Mais Sawyer regardait Emmerich avec des yeux différents. Pas avec le regard apitoyé que les femmes de la ville utilisaient quand elles chuchotaient, et pas avec le regard irrité que Glenn et Pamela arboraient chaque fois qu'ils le voyaient. Sawyer regardait et voyait quelque chose dans les yeux du garçon qu'il reconnaissait. Non pas parce que leurs circonstances étaient les mêmes, mais parce que leur nature était comme un feu qui brûle doucement à l'intérieur. Ne s'annonçant jamais, ne criant jamais, ne demandant jamais à être vu. Mais ils sont tous pareils, et quiconque a déjà porté ce feu en lui pouvait le reconnaître chez quelqu'un d'autre. Puis un après-midi, Sawyer vit Emmerich assis sur un gros rocher à la lisière de la ville, là où le chemin de terre se terminait et où le champ s'étendait jusqu'à l'horizon. Le garçon était assis là, seul, ne pleurant pas, ne jouant pas, juste assis et regardant au loin. Sawyer s'approcha, boitant le long du chemin de terre, et s'assit à côté du garçon sans rien dire. Ils restèrent assis en silence pendant un long moment, le genre de silence qui n'a pas besoin d'être rompu. Puis Sawyer demanda d'une voix égale. « Qu'est-ce que tu regardes? » Emmerich ne tourna pas la tête. Il dit « Le lointain. » Sawyer demanda « Pourquoi regardes-tu si loin? » Et Emmerich répondit avec l'honnêteté d'un enfant qui ne savait pas encore faire semblant. « Parce que ce qui est proche ne veut pas de moi. » Sawyer se tut. Pas le silence d'un homme qui ne savait pas quoi dire, mais le silence d'un homme qui décidait quelque chose. Puis il dit « Viens chez moi demain matin. » Et à partir de ce matin-là, tout changea. Sawyer enseigna à Emmerich, pas comme l'école enseigne, mais comme un soldat enseigne à un autre soldat. Il lui apprit à lire et à écrire, car le garçon n'avait guère eu droit à une éducation correcte. Il lui apprit l'arithmétique, mais plus que tout, il lui apprit la discipline, la patience. Il lui apprit à réfléchir avant d'ouvrir la bouche et à l'ouvrir quand quelque chose devait être dit. Il lui parla du corps, comment l'entraîner chaque jour avec des exercices simples, mais réguliers. Comment le contrôler par la volonté au lieu de le laisser vous contrôler. Et Emmerich apprit. Il apprit avec la faim de quelqu'un qui savait que ce qu'on lui donnait,
était la seule chose au monde que personne ne pourrait jamais lui arracher des mains. Les gens pouvaient prendre sa maison, sa nourriture, son lieu de sommeil, mais personne ne pouvait prendre ce qui était déjà entré dans son esprit. Glenn ne s'opposa pas à ce qu'Emerick disparaisse toute la journée chez Sawyer, car l'absence du garçon le mettait plus à l'aise. Il dit à Pamela, « Laisse-le faire, c'est une bouche de moins à nourrir. » Et Pamela ne dit rien, car elle n'avait jamais eu d'opinion sur quoi que ce soit qui n'affectait pas directement ses trois fils biologiques. Les garçons de Glenn, Wade, Perry et Dwight, se moquaient toujours d'Emerick chaque fois qu'ils le croisaient sur la route. Ils l'insultaient toujours avec les noms que les enfants apprennent de la manière dont leurs parents traitent quelqu'un, sans jamais se rendre compte qu'ils apprennent. Emerick entendait tout et continuait de marcher, parce que Sawyer lui avait appris quelque chose que beaucoup d'adultes n'apprennent jamais de toute leur vie. Que réagir aux petites provocations est un gaspillage d'énergie pour des choses qui ne construisent en rien. Qu'un homme vraiment fort n'est pas celui qui renvoie chaque coup, mais celui qui sait quel coup vaut la peine d'être donné. Et au fil des années passées dans cette petite maison à la lisière de la ville, le corps mince du garçon qui portait autrefois du bois de chauffage en échange de pain devint lentement autre chose. Plus dur, plus fort, façonné par les exercices matinaux qu'il n'abandonna jamais. Et l'esprit qui avait déjà su écouter devint vif, rapide et précis, comme une lame affûtée chaque jour par la connaissance et la discipline que Sawyer plaçait entre ses mains. Puis vint un soir où Emerick avait 16 ans. Sawyer s'assit dans la vieille chaise sur le porche et l'appela. Il faisait déjà nuit, les insectes chantaient au-delà de la clôture, et Sawyer le regarda avec une expression qu'Emerick n'avait jamais vue auparavant. Le regard d'un homme sur le point de dire quelque chose auquel il pensait depuis très longtemps. Il dit lentement, « Je t'ai donné tout ce que j'avais, et maintenant, ce que j'ai est moins que ce dont tu as besoin. » Emerick ne dit rien. Sawyer continua. « Et Chicago, une grande ville, il y a des opportunités pour ceux qui en valent la peine, pas seulement pour ceux qui ont des relations. » Puis il regarda droit dans les yeux du garçon et dit, « Et toi, Emerick, tu en vaux la peine. » Il y avait dans ces mots quelque chose qui ressemblait à un adieu. Pas le genre d'adieu prononcé clairement, mais celui qui vit à l'intérieur d'une voix, dans la façon dont il faisait une pause entre les mots, dans la façon dont il ne détournait pas le regard, mais le regardait droit dans les yeux, comme s'il voulait graver le visage du garçon dans sa mémoire. Emerick demanda, « Et si je pars? » Sawyer n'hésita pas. « Quand tu reviendras, et tu reviendras, reviens la tête haute. » Il n'a pas dit si, il a dit quand. Comme si le retour n'était pas une possibilité, mais une certitude. Et Emerick entendit cette différence. Cette nuit-là, il resta allongé dans la petite chambre de la maison de Sawyer pour la dernière fois et ne put dormir. Non pas parce qu'il avait peur, mais à cause de l'étrange sentiment de quelqu'un se tenant sur un seuil, avec quelque chose au-delà qu'il n'avait jamais vu auparavant. Et le lendemain matin, il partit. Il ne dit pas au revoir à Glenn, car il n'y avait rien à dire. Il ne dit pas au revoir à Pamela, car elle ne remarquerait son absence que si quelqu'un la mentionnait. Il ne dit pas au revoir à Wade, Perry et Dwight, car ils n'auraient fait que rire. Il s'arrêta seulement devant la maison de Sawyer. Le vieil homme à la jambe malade se tenait sur le seuil du porche, une main contre le cadre, et le regardait. Emerick le regarda en retour. Aucun d'eux ne dit un mot. Ils ne gaspillaient pas le langage pour des choses que le langage ne pouvait contenir. Ils se regardèrent simplement. Et à l'intérieur de ce regard, il y avait tout. 7 ans d'enseignement, ses matinées d'entraînement, les maigres repas que Sawyer avait partagés avec lui. Non pas parce qu'il en avait en trop, mais parce qu'il croyait que le garçon en valait la peine. Et aussi la chose que 2 hommes, un vieux et un jeune, ne disent jamais à voix haute, bien que tous deux la connaissent. Puis Emerick se tourna et s'éloigna. La route devant lui était longue. Chicago se trouvait loin au sud, et l'inconnu s'étendait encore plus loin que Chicago. Mais il y avait quelque chose dans ses pas qui n'était pas là 7 ans plus tôt, quand il s'était recroquevillé devant la porte fermée de Glenn. Il y avait une direction. Il arriva à Chicago dans un bus Greyhound avec quelques pièces que Sawyer avait glissées dans la poche de sa chemise, de l'argent qu'il ne découvrit qu'une fois dans le bus. La ville l'avala comme elle avalait des milliers d'autres jeunes gens qui arrivaient les mains vides. Il vécut dans le South Side, louant la chambre la moins chère qu'il put trouver, la partageant avec 4 étrangers qui ne connaissaient pas leur nom. Le jour, il faisait la vaisselle dans la cuisine d'un restaurant italien de Little Italy.
La nuit, il transportait des marchandises près des quais de Navy Pier. Et entre les deux services, il dormait là où le sommeil le trouvait. La ville n'avait de pitié pour personne, mais Emmerich s'était habitué à vivre sans pitié depuis longtemps, alors cela ne le ralentit pas. Emmerich avait 17 ans la première fois qu'il se tint devant la boîte de nuit du West Loop, un bâtiment avec une façade en briques noires et une enseigne au néon rouge. Quiconque avait vécu assez longtemps à Chicago savait que ce n'était pas seulement un endroit qui vendait de l'alcool. Derrière cette porte se trouvait l'empire souterrain d'Ivan Driscoll, un homme de 60 ans qui avait passé toute sa vie à construire quelque chose qui n'existait pas sur le papier, mais qui en réalité contrôlait toute la zone. Des jeux d'argent aux raquettes de protection, des prêts usuraires à l'immobilier utilisés pour le blanchiment d'argent. Driscoll était le genre d'homme qui n'avait pas besoin d'introduction quand il entrait dans une pièce. Et quand il en sortait, tout le monde expirait. Il avait un don que l'argent ne pouvait acheter et que les écoles ne pouvaient enseigner. La capacité de lire les gens d'un seul regard, de faire la différence entre quelqu'un qui portait quelque chose de réel à l'intérieur et quelqu'un qui n'avait que de la surface. Et cette nuit-là, quand Driscoll sortit par la porte de derrière et vit le jeune homme maigre de 17 ans qui se tenait là, en vêtements de docker, portant encore l'odeur du poisson, il s'arrêta. Non pas parce qu'il y avait quelque chose de remarquable dans l'apparence du garçon, mais à cause de ses yeux. Des yeux qui ne baissaient pas, n'esquivaient pas, ne suppliaient pas. Ils regardaient seulement droit devant, avec quelque chose derrière eux que Driscoll avait vu chez assez de gens pour savoir que c'était rare. Il demanda « D'où viens-tu » Emmerich répondit « D'une petite ville au nord. » Il demanda à nouveau « Pourquoi es-tu venu ici ?» Et c'était la question à laquelle beaucoup d'hommes répondaient par des choses qui sonnaient bien, mais qui étaient creuses, avec une ambition soigneusement enveloppée dans des mots qui ne contenaient rien. Mais Emmerich dit autre chose. Il dit « Parce que cet endroit prend ceux qui en valent la peine, pas ceux qui ont des relations. » Dans cette réponse, il y avait un écho de Sawyer Briggs, des mots que le vieil homme boiteux lui avait dit sur le porche avant qu'il ne quitte Ashford. Mais il y avait aussi autre chose, quelque chose qui n'appartenait pas à Sawyer, quelque chose qui appartenait à Emmerich, quelque chose d'un homme qui savait où il se tenait et pourquoi il se tenait là. Driscoll le regarda une deuxième fois. Et un deuxième regard de Driscoll était quelque chose que très peu de gens recevaient, car le premier regard lui suffisait pour écarter la plupart des hommes. Puis il dit « À partir de demain ». Pas d'explication, pas de promesse, juste 3 mots. Et Emmerich comprit que ces 3 mots étaient une porte. Contrairement à toutes les portes qui lui avaient été fermées au nez à Ashford, celle-ci s'ouvrit et il la franchit. Emmerich commença tout en bas, gardant la porte de la boîte de nuit. Il se tenait dehors sous la pluie, la neige et le vent de Chicago, sans être autorisé à entrer. Puis il collecta l'argent de la protection auprès des petits commerces du quartier. Il frappait à une porte après l'autre, regardant les visages effrayés, en colère ou résignés des propriétaires de magasins à son arrivée. Puis il s'éleva pour gérer une salle de jeu clandestine au sous-sol d'un entrepôt abandonné à Pilsen. Là, l'argent changeait de main en silence et aucune transaction n'était accompagnée d'un reçu. Puis il géra les négociations de territoire avec les gangs rivaux. Des réunions dans des parkings sombres, dans les arrière-salles de restaurants, dans des endroits où un mot de travers pouvait se terminer par une balle. Et chaque fois qu'un conflit survenait, Emmerich le résolvait avec ce que les gens appelèrent, plus tard, une cruauté contrôlée. Assez pour effrayer l'autre camp, assez pour que le message soit clair, mais jamais assez pour déclencher une guerre totale. Parce que la guerre totale est ce que les imbéciles commencent et que les sages évitent. Emmerich était sage, et cette cruauté n'était pas quelque chose avec laquelle il était né. Ce n'était pas dans son sang depuis le début. Elle a été forgée, coulée et trempée par les nuits qu'il avait passées sur le sol froid d'Ashford, par les portes claquées à son nez, par la voix de Franklin Burgess disant qu'il ne deviendrait jamais rien, par les rires de Wade, Perry et Dwight dans la rue. Aucune de ces choses n'a fait de lui un homme cruel. Elles ont fait de lui un homme qui comprenait que ce monde n'est doux avec personne, et que quiconque veut se tenir au sommet doit accepter que parfois, il doit faire asseoir les autres. Il y avait quelque chose chez Emmerich que Driscoll reconnut très tôt et que tout le monde reconnut plus tard. Il apprenait vite mais révélait lentement. Cela semblait contradictoire,
Mais c'était exact. Emmerich assimilait tout à une vitesse que peu de membres de l'organisation pouvaient égaler, mais il ne se pressait jamais de le montrer. Il maîtrisait quelque chose complètement, le tenait si fermement entre ses mains qu'il pouvait le faire les yeux fermés, et c'est seulement alors qu'il laissait les autres voir. Dans un monde où la plupart des jeunes hommes voulaient l'attention avant la compétence, la reconnaissance avant la valeur, ce trait distinguait Emmerich de tous les autres. Cela faisait comprendre à quiconque l'observait d'assez près qu'il y avait quelque chose de plus profond sous la surface, quelque chose qui ne pouvait être feint, une véritable maîtrise. Driscoll le vit en premier. Il commença à donner à Emmerich des missions que d'autres hommes devaient attendre 10 ans avant même de pouvoir toucher. Non par favoritisme, mais parce que la capacité était trop évidente pour être niée. Puis les autres membres de l'organisation le virent aussi. Les anciens qui avaient 20 ou 30 ans dans la pègre de Chicago commencèrent à écouter quand le gamin de la petite ville ouvrait la bouche. Parce que chaque fois qu'il parlait, ce qu'il disait avait du poids. Dans les purges, lorsque l'organisation avait été trahie de l'intérieur, dans les négociations dangereuses avec les gangs rivaux, où une mauvaise phrase pouvait se terminer dans le sang, Emmerich était toujours celui qui prenait les décisions le plus rapidement. Dans les moments où le temps ne permettait pas une réflexion lente, il pensait vite, le genre de rapidité qui vient de quelqu'un qui a appris très tôt que l'hésitation a un prix et que ce prix est généralement quelque chose que vous ne voulez pas payer. Et au fil des années passées à gravir les échelons de l'empire de Driscoll, deux hommes devinrent plus proches d'Emmerich que quiconque. Le premier était Marshall Voss, un homme de 7 ans son aîné, grand, charpenté, silencieux, froid comme l'acier. Il était avec lui depuis les tout premiers jours, quand tous deux gardaient encore la porte de la boîte de nuit dans la neige. Voss n'était pas le genre d'homme à rester loyal parce qu'il était payé. Il restait loyal parce qu'il voyait dans Emmerich quelque chose qu'il savait ne pas avoir lui-même. La capacité de voir plus loin que la prochaine étape. Et il choisit de le suivre. Le second était Otto Fun, plus jeune, plus rapide, avec des yeux qui ne manquaient rien. L'homme en qui Emmerich avait assez confiance pour le placer dans le rôle de garde du corps le plus proche, non pas parce qu'Otto se battait le mieux, mais parce qu'Otto observait le mieux. 20 ans après la nuit où un jeune homme maigre de 17 ans se tenait devant le club de Driscoll, avec l'odeur du quai encore sur ses vêtements, Emmerich Stone, à 38 ans, était à la tête du Syndicate Stone. Pas un petit chef, pas un homme régnant sur un coin de rue, mais le leader d'un empire souterrain qui contrôlait la majeure partie de Chicago. De l'immobilier commercial dans le Loop au port de marchandises du Southside. D'un réseau financier caché passant par des dizaines de sociétés écrans à des relations discrètes avec des politiciens et la police qui n'apparaissait jamais sur une seule page. Le nom d'Emmerich Stone était prononcé dans chaque réunion à Wiesclow, avec le genre de voix qui disait à tout le monde qu'il fallait écouter. La voix que les gens utilisent lorsqu'ils parlent de quelque chose à la fois respecté et craint. Et pendant toutes ces années, pendant 2 décennies, des quais au sommet, il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié Ashford. Il n'a pas oublié la porte fermée à son nez par une nuit froide. Il n'a pas oublié la voix de Franklin Burgess disant qu'il ne deviendrait jamais rien. Il n'a pas oublié les rires sans cœur de Wade, Perry et Dwight sur le chemin de terre. Et il n'a pas oublié la vue de Sawyer Briggs boitant, debout sur le seuil du Porsche le matin de son départ. Mais la mémoire chez Emmerich n'était pas de la haine. Ce n'était pas quelque chose de brûlant et de vif, exigeant vengeance. C'était du carburant. Le carburant lent et constant qui avait brûlé en lui pendant 20 ans et l'avait transformé en exactement ce qu'il était devenu. Puis, un après-midi, dans le bureau au dernier étage de l'immeuble du Loop qui, sur le papier, appartenait à une société immobilière, mais qui en réalité était l'endroit où chaque décision du Syndicate Stone était prise, Marshall Voss entra. Il déposa une nouvelle devant Emmerich. Voss n'était pas un homme qui parlait beaucoup. Il disait ce qui était nécessaire, et cette fois, il dit que quelqu'un d'Ashford avait mentionné nonchalamment dans une conversation avec une connaissance d'une connaissance, que Sawyer Briggs était gravement malade, que le vieil homme boiteux qui vivait seul à la lisière de la ville ne pouvait plus se lever, et que les jours qui lui restaient pouvaient être comptés sur les doigts d'une main. Emmerich resta immobile, son visage ne changea pas. Car 20 ans dans la pègre lui avaient appris à empêcher son expression de dire quoi que ce soit, même quand une tempête faisait rage en lui. Mais Voss savait.
Il était resté à ses côtés assez longtemps pour savoir que ce silence était différent des autres silences. Emmerich se leva, se dirigea vers la fenêtre et regarda les rues de Chicago en contrebas. Le trafic en mouvement, les feux de circulation vacillant, la ville qu'il contrôlait en grande partie, mais qu'il n'avait jamais appelée chez lui. Puis il dit, « Prépare les choses, je retourne à Ashford. » Voss ne demanda pas pourquoi, car il le savait déjà. Mais Emmerich ajouta quelque chose que Voss n'attendait pas. Il dit, « J'y retourne seul. Pas de convoi, pas de garde du corps, rien. Je serai déguisé. » Voss le regarda avec des yeux qui n'étaient pas d'accord, mais il savait aussi qu'une fois qu'Emmerich Stone avait pris sa décision, personne ne la changeait. Emmerich expliqua brièvement, non par arrogance et non parce qu'il voulait jouer à un jeu quelconque, mais parce qu'il voulait voir avant de décider ce qu'il ferait. Il voulait voir ce qu'Ashford était devenu. Il voulait voir ce que les gens là-bas étaient devenus, à travers les yeux d'un homme que personne ne connaissait. Il enleva le costume qui coûtait autant que le revenu annuel d'une famille d'Ashford. Il enfila un vieux jean acheté dans une friperie, une veste à capuche bon marché et des chaussures sales sans marque. Voss et Otto Fenn suivraient dans une voiture séparée, assez loin derrière pour que personne ne les relie à lui, mais assez près pour intervenir si quelque chose arrivait. Emmerich conduisait une vieille camionnette Ford qu'il avait ordonné à quelqu'un d'acheter en espèces sur un parking de voitures d'occasion en banlieue. Le genre de camion que personne ne regarde à deux fois. Et il roula vers le nord, vers Ashford, vers la ville où il n'avait pas mis les pieds depuis 22 ans. La route de Chicago à Ashford durait environ 4 heures. Elle traversait les champs de maïs de l'Illinois qui s'étendaient jusqu'à l'horizon, passait par de petites villes dont les noms apparaissaient sur les panneaux routiers, puis disparaissaient. Quand Ashford apparut au loin, Emmerich arrêta la camionnette au sommet d'une colline et regarda en bas. La ville s'étendait là, petite sous la lumière de fin d'après-midi. La même dans certains coins et changée dans d'autres. Quelques nouvelles maisons avaient été construites. Quelques vieilles maisons avaient une pourrie davantage. Les arbres étaient plus grands. La route principale avait été refaite, mais elle était toujours étroite. Et cette atmosphère était toujours là. Cette atmosphère d'une petite ville vivant dans un calme apparent, où sous le calme vivait tout ce que personne ne disait à voix haute, mais que tout le monde savait. Emmerich descendit lentement. Il passa devant l'unique épicerie de la ville, l'endroit où Franklin Burgess s'était tenu plus de 20 ans plus tôt et avait prononcé cette phrase sur les mauvaises herbes. Et sur le porche du magasin, sur une chaise en plastique blanc jaunie par le temps, était assis un homme d'âge moyen. Emmerich le reconnut immédiatement. Wade Stone, le fils aîné de Glenn, celui qui avait toujours mené les deux autres chaque fois qu'il se moquait d'Emmerich sur la route. Wade avait maintenant 42 ans, plus lourd, le visage plus flasque, mais ce vieux regard était toujours là. Le regard d'un homme qui n'était allé nulle part et qui n'en était pas troublé. Emmerich arrêta la camionnette, sortit et fit semblant de demander si c'était bien Ashford. Wade lui jeta un regard furtif, nota les vêtements bon marché, la vieille camionnette, puis répondit sur le ton que les gens utilisent pour parler à quelqu'un qui ne vaut pas la peine qu'on s'en souvienne. « Ouais, c'est ça. » Puis il détourna le regard, pas assez intéressé pour s'en soucier davantage. Et Emmerich continua son chemin, avec sur les lèvres quelque chose qui n'était pas tout à fait d'un sourire, mais qui s'en approchait. L'expression d'un homme qui venait de voir exactement ce qu'il s'attendait à voir. Emmerich marcha dans les rues d'Ashford avec les pas lents d'un homme relisant un vieux livre dont il se souvenait de chaque page, mais qui voulait quand même voir si certains mots avaient changé. La pauvreté s'accrochait encore à certaines maisons comme une peinture écaillée que personne ne se souciait de recouvrir. Des toits en tôle rouillée, des clôtures penchées, de vieilles voitures garées sur de l'herbe morte dans les jardins. La maison de Franklin Burgess était toujours la plus grande de la ville. Peinture blanche éclatante, une nouvelle clôture en bois, une pelouse verte bien tondue et un 4x4 rutilant garé devant. Comme pour rappeler à toute la ville que son propriétaire était toujours riche et voulait toujours que tout le monde le sache. En passant devant la petite mairie, Emmerich vit le panneau en bois portant le nom du chef de la ville. Un nom qu'il ne reconnut pas. Hugh Alderman était mort, et celui qui l'avait remplacé appartenait à une génération plus tardive dont il n'avait aucun souvenir. Puis il tourna sur le chemin de terre menant à la lisière de la ville.
Le même chemin que ses pieds de 10 ans avaient parcouru chaque matin plus de 20 ans plus tôt pour atteindre la maison de Sawyer. La route était toujours là, toujours en terre, toujours étroite. Seuls les arbres de chaque côté avaient grandi. Et la petite maison de Sawyer était toujours là aussi. Au bout du chemin, pressée contre la dernière clôture avant le début des champs. Plus petite que dans son souvenir, plus vieille, le toit s'affaissant plus profondément, mais toujours la même maison. La porte d'entrée était légèrement ouverte. Emmerich s'arrêta une seconde sur le perron, le même perron où Sawyer s'était tenu pour le regarder partir 22 ans plus tôt. Puis, il poussa la porte et entra. La pièce était sombre et portait l'odeur de médicaments, de vieux tissus, l'odeur d'une pièce où quelqu'un était resté couché trop longtemps. Sawyer était allongé sur un lit simple contre le mur, son corps couvert d'une fine couverture. Et ce corps, celui qui autrefois était encore assez fort, même avec une claudication, pour que les gens oublient de la mauvaise jambe, était maintenant si mince que les lignes des os se voyaient sous la peau. Mais quand Emmerich entra et que son ombre bloqua la lumière de la porte, Sawyer ouvrit les yeux. Et ses yeux, que 22 ans de maladie et de solitude n'avaient pas changé, étaient toujours les yeux qui savaient voir. Les yeux qui avaient autrefois vu le feu dans un garçon de 9 ans, assis sur un rocher à la lisière de la ville. Sawyer regarda Emmerich. Il ne fut pas surpris longtemps, comme s'il avait attendu. Pas ce jour exact, mais l'existence de ce jour, le jour où le garçon reviendrait. Parce qu'il avait dit « Quand tu reviendras, pas si tu reviens ». Il parla lentement, d'une voix qui devait forcer chaque mot à sortir avec un souffle. Emmerich. Ce n'était pas une question. C'était une reconnaissance. Emmerich s'assit à côté du lit, plus doucement qu'il ne l'avait été avec quiconque en 20 ans. Car en 20 ans, il n'avait jamais eu à être doux avec personne. Il prit la main de Sawyer, une main froide, fine et tremblante, la même main qui lui avait appris à tenir un marteau, à serrer un boulon, à faire un point correct pour ne pas se casser les doigts en frappant. La même main qui lui avait tapé sur l'épaule quand il faisait bien et qui lui avait saisi le poignet quand il était sur le point de mal faire. Sawyer le regarda puis demanda d'une voix si faible qu'Emmerich dut se pencher pour l'entendre. « Qu'es-tu devenu? » Emmerich répondit d'une voix tout aussi douce. « Ce que tu voulais. » Et dans cette courte réponse, il y avait tout. 22 ans, les quais et les salles de jeux clandestines et les négociations dans le noir, le sang, l'argent et le pouvoir, mais aussi le rocher à la lisière de la ville et le ciel du soir, et la voix du vieil homme disant « Viens chez moi demain matin ». Cette nuit-là, Emmerich resta. Il s'assit sur la chaise en bois près du lit et n'alla nulle part. Sawyer parlait par intermittence de courtes phrases, la fatigue coupant ses mots, le forçant à s'arrêter et à respirer avant de continuer. Il parla d'Ashford, des vieux jours, de l'hiver où la neige avait atteint un demi-mètre, du chien qu'il avait eu et qui était mort quelques années plus tôt, des petites choses dont les gens proches de la fin se souviennent souvent. Puis il dit quelque chose qui ressemblait à une dernière charge, d'une voix lente mais avec chaque mot clair, comme s'il avait préparé cette phrase depuis longtemps. « Cette ville a été cruelle avec toi, mais elle t'a aussi façonné. Ne lui donne pas plus que ce qu'elle mérite et ne lui donne pas moins. » Emmerich écouta et comprit. Il ne demanda pas ce que cela signifiait, car il le savait. Ne pousse pas la vengeance trop loin et ne pardonne pas trop facilement. Donne-lui exactement ce qui est dû. Puis Sawyer ferma les yeux. Et quelque part entre la nuit profonde et l'aube, à cette heure où l'obscurité devient lentement grise, Sawyer Briggs s'éteignit. Sans bruit, sans soudaineté, dans le silence d'un homme qui avait vécu toute sa vie avec le silence. Emmerich resta assis là, tenant toujours sa main, et sentit le moment où la dernière chaleur quitta ses doigts fins. Cette perte était réelle, pas le genre de perte à laquelle il s'était habitué dans la pègre, où les gens mouraient tous les jours. Et tout ce qu'il avait besoin de savoir était qui était mort et pourquoi. Cette perte était différente, car Sawyer était la seule chose dans tout son souvenir d'Ashford qui représentait la décence. La gentillesse qui ne demandait rien, la foi en un autre être humain sans avoir besoin de preuves. Et sa disparition fermait une porte. La dernière porte qui reliait encore Emmerich à la version de lui-même âgé de 9 ans. Le lendemain matin, Emmerich fit la première chose qu'il devait faire. Il se rendit à l'unique salon funéraire d'Ashford,
Un vieux bâtiment en briques sur la route principale avec une enseigne en bois délavée par le temps. Il dit au propriétaire qu'il était un vieil ami de Sawyer Briggs, que Sawyer n'avait pas de famille et qu'il voulait s'occuper de tout. Le propriétaire du salon funéraire regarda les vêtements bon marché d'Emerick avec suspicion, jusqu'à ce qu'Emerick sorte une épaisse liasse de billets de la poche de son manteau et la pose sur le bureau sans la compter. Il dit, « Faites ce qu'il faut pour lui. Le meilleur cercueil que vous ayez, une pierre tombale en granit, et enterrez-le dans le cimetière de la ville où il y a de l'ombre. Quoi que ça coûte, voici l'argent. Si ce n'est pas assez, dites-le moi. » Le propriétaire du salon funéraire ne posa plus de questions, car l'argent sur le bureau était plus que pour n'importe quel enterrement qu'il avait jamais organisé à Ashford. Emerick s'occupa de tout lui-même. Choisir le jour de l'enterrement, choisir la parcelle. Et pendant tout le processus, il ne révéla jamais qui il était. Juste un vieil ami sans nom, sans passé, payant en espèces et ne demandant aucun reçu. Les funérailles de Sawyer Briggs furent simples et peu fréquentées. Quelques voisins vinrent par devoir, restèrent un moment, puis partirent. Personne ne pleura beaucoup. Personne ne prononça de grands mots. Emerick se tenait à l'arrière, portant de vieux vêtements, sa casquette baissée, et les regarda descendre le cercueil dans la terre. Il ne pleura pas, car il n'avait pas pleuré depuis l'âge de 9 ans. Mais à l'intérieur de sa poitrine, il y avait quelque chose de lourd. Plus lourd que n'importe quelle purge qu'il avait jamais ordonnée à Chicago. Plus lourd que n'importe quelle perte des 20 dernières années. Parce que c'était le genre de perte qui ne pouvait être réparée avec de l'argent ou du pouvoir. Puis le troisième jour arriva, et Emerick commença ce qu'il avait déjà prévu avant de quitter Chicago. Le test. Il remit ses vêtements simples, ressemblant à un homme sans argent, un vagabond cherchant un endroit où dormir pour la nuit. Le genre d'homme que les gens en Amérique ne regardent qu'à moitié et jugent d'un seul coup. Il partit de la lisière de la ville et frappa à la première porte, la maison de Wade Stone. Glenn était mort quelques années plus tôt, son cœur s'arrêtant au milieu de la nuit. Pamela l'avait suivi peu de temps après, et ses 3 fils s'étaient partagé la maison. Cette même maison que Glenn avait prise au père d'Emerick en paiement d'une dette, puis gardée pour de bon. Wade ouvrit la porte, 42 ans, le ventre épais, les yeux ternes du regard d'un homme qui buvait plus de bière que d'eau. Il toisa Emerick de haut en bas, le jean déchiré, la veste délavée, les chaussures sales. Emerick dit d'une voix ordinaire, « Je suis de passage et j'ai besoin d'un endroit où rester pour une nuit. Avez-vous de la place? » Wade le regarda une fois de plus et dit sèchement, « Pas se donne place. » Puis il referma la porte. Emerick se tint devant cette porte fermée et, un bref instant, il se revit à 9 ans. Debout devant la même porte de la maison qui aurait dû être la sienne, entendant la même réponse. La deuxième maison était celle de Bryce Kendall, un homme de 50 ans qu'Emerick se rappelait clairement comme l'un de ceux qui avaient vu un petit garçon dormir dehors, était bâtonné sans tourner la tête. Bryce ouvrit la porte, et avant même qu'Emerick ait pu finir sa phrase, Bryce avait déjà dit non, pas de place. Puis il ajouta qu'il y avait un motel sur l'autoroute au sud, à environ 2 heures de voiture, et ferma la porte. Pas une seconde d'hésitation, pas une lueur de reconsidération. Emerick frappa à la 3e maison. Une famille dont il se souvenait vaguement de son enfance. La porte s'ouvrit. Ils le regardèrent, écoutèrent, secouèrent la tête, la refermèrent. La 4e maison, pareil. La 5e maison, pareil. Des portes qui se ferment, chaque maison offrant une raison différente. L'une disait que la maison était trop pleine. L'une disait que sa femme ne serait pas d'accord. L'une ne prit même pas la peine de donner une raison et secoua simplement la tête avant de refermer la porte. Mais le ton était le même chez tous, le ton de gens peu disposés à se déranger pour quoi que ce soit qui n'apportait aucun avantage. Le ton qu'Emerick avait entendu depuis l'âge de 9 ans. Et 22 ans plus tard, il n'avait toujours pas changé. Et chaque porte fermée ajoutait quelque chose dans sa poitrine. Pas de la colère. Quelque chose de bien plus calme que la colère. C'était ce qu'un homme ressent lorsqu'une vérité qu'il connaît depuis des années est confirmée une fois de plus juste devant lui. La vérité qu'Ashford était toujours Ashford. Que la ville qui avait fermé ses portes à un orphelin de 9 ans fermait toujours ses portes à un étranger de 38 ans. Que les cœurs en ce lieu ne changeaient pas avec le temps, seulement avec une raison. Et il était sur le point de leur donner cette raison.
Puis vint la dernière maison, à la lisière de la ville, du côté opposé à la maison de Sawyer, en retrait le long d'un chemin de terre étroit qu'une personne pouvait passer sans remarquer. Là se trouvait une maison encore plus petite que celle de Sawyer. La peinture blanche était devenue grise. Le vieux toit en tôle était usé mais ne fuyait pas. Les marches du porche en bois avaient été lissées par des années de pas, et sur le porche était assise une vieille femme dans un rocking chair. Elle était là, tricotant, ses mains bougeant rapidement sans avoir besoin de regarder les aiguilles. Ses yeux étaient tournés vers la route, comme si elle attendait quelqu'un, ou n'attendait personne du tout, et regardait simplement parce qu'elle avait pris l'habitude de regarder. Emmerich s'approcha du porche et dit la même phrase qu'il avait dite à chaque porte avant celle-ci. « Je suis de passage et j'ai besoin d'un endroit où rester pour la nuit. Avez-vous de la place? » La vieille femme arrêta de tricoter et le regarda. Elle regarda les vêtements bon marché, les chaussures sales, le visage fatigué après une journée entière à marcher et à frapper aux portes de la ville. Puis elle dit d'une voix calme, comme si cette réponse ne nécessitait aucune réflexion. « Un invité à la porte est une bénédiction. Entrez, mon fils. » Et ce fut le premier et unique accueil qu'Emmerich reçut à Ashford. Pour la première fois de la journée, une porte ne se ferma pas à son nez. Il monta sur le porche, franchit le seuil, et à l'intérieur se trouvait une petite pièce si propre que cela le surprit. Avec peu de meubles, mais tout en ordre, l'odeur du pain de maïs flottant encore dans l'air, et la chaleur d'une maison où quelqu'un vivait vraiment plutôt que de simplement exister. Le nom de la vieille femme était Agnès. Elle alla dans la cuisine sans lui poser d'autres questions. Et quelques minutes plus tard, elle revint avec une assiette de haricots cuits avec du bacon, 2 tranches de pain et une tasse de thé chaud. Ce n'était pas grand-chose, mais elle le posa devant lui de la manière dont les gens placent la nourriture devant quelqu'un qu'ils veulent vraiment nourrir. Pas avec réticence, pas comme une faveur accordée, mais avec la facilité naturelle de quelqu'un qui pense que c'est la chose la plus ordinaire du monde. Elle s'assit en face de lui et posa les questions habituelles. « D'où venez-vous? Où allez-vous? Quel genre de travail faites-vous? » Et Emmerich répondit avec des phrases juste suffisantes pour le rôle qu'il jouait. Puis, pendant qu'il mangeait, il s'arrêta, la regarda et dit quelque chose qu'il n'avait dit à personne d'autre dans cette ville. « Vous ne savez pas qui je suis. » Agnès le regarda avec de vieux yeux encore brillants et dit d'une voix sans la moindre trace d'hésitation. « Pourquoi aurais-je besoin de savoir qui vous êtes avant de vous nourrir? » Cette phrase, cette seule phrase suffit à se graver dans la mémoire d'un homme qui, depuis 20 ans, n'avait rien reçu qui n'ait un prix. Rien sans condition, rien qui ne soit un échange. Dans le monde d'Emmerich Stone, personne ne donnait rien à personne gratuitement. Chaque repas venait avec une attente. Chaque gentillesse venait avec une facture. Mais cette vieille femme, dans une maison plus petite que celle de Sawyer, avec une assiette de haricots et 2 tranches de pain, venait de lui donner la seule chose que l'argent ne pouvait acheter. La gentillesse sans condition. Il demanda doucement, « Quel est votre nom? » Elle dit, « Agnes Porter, la fille de Hank Porter d'autrefois. » Et ce nom remua quelque chose de profond dans la mémoire d'Emmerich. Agnes Porter. Il se souvint, pas clairement comme on se souvient d'un visage, mais comme on se souvient d'un acte. Quand il était petit, quand il dormait encore devant la porte de Glen, il y avait eu une seule nuit, sur des centaines de nuits froides, où il s'était réveillé et avait trouvé une assiette de nourriture devant lui. Personne là, pas de mots, juste une assiette de nourriture laissée sur le perron, encore chaude, comme si quelqu'un était venu dans la nuit, l'avait posée et était reparti sans avoir besoin qu'il le sache. Il n'avait jamais su qui avait fait ça, jusqu'à maintenant. La voix d'Emmerich changea légèrement, pas beaucoup, juste assez pour qu'un auditeur attentif remarque que quelque chose en lui avait basculé. Il dit, « Vous êtes très gentille. » Agnès le regarda et répondit sans aucune fausse modestie et sans aucune fierté non plus. Elle le dit comme quelqu'un qui parle du temps ou de l'arrosage des plantes. « C'est mon devoir, mon fils. » Cette nuit-là, Emmerich resta allongé dans la petite chambre qu'Agnès lui avait préparée. Une chambre à peine assez grande pour un lit simple et une commode en bois. Et il ne dormit pas. Il resta à fixer le plafond dans le noir et pensa. L'image complète s'était formée dans son esprit. Il en avait assez vu, frappé à assez de portes, entendu assez de portes se fermer, et trouvé la seule porte qui s'était ouverte. Maintenant, il savait exactement ce qu'il allait faire.
Le lendemain matin, Emmerich quitta la maison d'Agnes avant qu'elle ne se réveille. Il laissa une liasse de billets soigneusement pliés sur la table de la cuisine, sous la tasse de thé qu'elle lui avait versée la veille. Assez pour qu'elle vive confortablement pendant 1 an, mais pas au point d'attirer l'attention. Puis il se rendit à la lisière de la ville, sortit le téléphone qu'il avait gardé éteint ces derniers jours, et appela Marshall Voss. Il parla brièvement. Dans 3 jours, amène tout. Tout fait correctement. Voss ne posa qu'une seule question. Combien d'hommes? Emmerich répondit. Assez pour que toute la ville comprenne que ce n'est pas une visite ordinaire. 3 jours plus tard, le matin du 6e jour depuis qu'Emmerich avait remis les pieds à Ashford, quelque chose que cette petite ville n'avait jamais vu de sa vie, arriva par la route principale. Un convoi de 5 VAS blindés noirs, le genre de véhicule que les gens d'Ashford n'avaient vu que dans les films, descendit lentement la rue principale avec le grondement sourd et régulier de leur moteur. Les vitres étaient impossibles de voir à travers. Derrière ces vitres se trouvaient des hommes en costume noir et lunettes de soleil sombre, discrètement armés sous leur veste. Le genre d'hommes que n'importe qui pouvait identifier au premier coup d'œil comme autre chose que des hommes d'affaires. Toute la ville sortit dans la rue. Les portes qui s'étaient claquées au nez d'un vagabond quelques jours plus tôt étaient maintenant grandes ouvertes de curiosité. Les gens se rassemblèrent sur les porches, sur les trottoirs, dans les jardins, regardant le convoi s'arrêter au milieu de la petite place d'Ashford. La porte du premier VUS s'ouvrit, et l'homme qui en sortit était un homme de 38 ans que personne en ville ne reconnut immédiatement. Pourtant, tous sentirent qu'il y avait quelque chose de familier en lui. Un costume parfaitement taillé, le genre de costume qui coûtait plus qu'1 an de revenus pour la plupart des gens qui le regardaient. Des chaussures en cuir poli. Et sa démarche, plus que tout, fut ce qui fit taire les gens. La démarche d'un homme qui n'avait pas besoin de donner des ordres à voix haute, parce que sa présence même était un ordre. Marshall Voss sortit du deuxième véhicule, grand, le visage froid comme l'acier, et s'écarta. Otto Finn sortit du troisième, ses yeux balayant la foule avec la concentration d'un homme dont le métier était de protéger la vie d'un autre homme. Puis Voss éleva la voix, claire et portante, chaque mot résonnant sur la place. Emmerich Stone annonce que c'est sa ville natale. Il demande que le chef de la ville et les notables de la communauté se présentent. Le nom d'Emmerich Stone tomba sur la place comme une pierre jetée dans une eau calme, parce que tout le monde à Ashford avait entendu ce nom. Pas de la ville elle-même, mais des nouvelles, des histoires sur la pègre de Chicago qui apparaissaient parfois dans les journaux locaux de l'Illinois. Des rumeurs que tout le monde connaissait et que personne ne pouvait confirmer. Emmerich Stone, le chef du syndicat Stone, un homme dont le nom voyageait avec pouvoir et peur, et ce nom venait de déclarer que c'était sa ville natale. Certaines personnes étudièrent le visage de l'homme en costume et commencèrent à y voir quelque chose de vaguement familier. Les traits du garçon orphelin maigre qui avait dormi devant la porte de Glenstone 22 ans plus tôt. Mais 22 ans changent une troupe de choses pour en être certain. La foule se rassembla rapidement sur la place. Non pas parce qu'il le voulait, mais parce que personne n'osait rester à l'écart quand un convoi comme celui-là se garait au milieu de la ville. Wade Stone se tenait parmi eux, son visage perdant ses couleurs avant même qu'ils ne comprennent pourquoi. Perry et Dwight se tenaient à côté de lui, arborant la même expression. Franklin Burgess se tenait en marge, une main serrée sur sa canne, 70 ans maintenant, mais ses yeux toujours vifs, essayant de lire la situation. Bryce Kendall se tenait derrière les autres, essayant de disparaître dans la foule. Emmerich s'avança au centre de la place. Il se tint là, regardant chaque visage lentement, un par un, et il les connaissait tous, bien qu'ils ne le connaissent pas. Puis il parla d'une voix claire et calme, pas forte, car le silence autour de lui était devenu si profond que même un murmure aurait porté. « Je suis Emmerich Stone, fils de cette ville, l'orphelin qui a dormi dans le froid ici, qui a dormi devant vos portes ici, et qui a entendu les choses que vous avez dites. » Silence. Le genre de silence que les gens retiennent avec leur souffle. Puis il continua. « Il y a 3 jours, je suis revenu ici déguisé. J'ai frappé de porte en porte et j'ai appris ce que j'avais besoin de savoir. » Il se tourna vers Wade Stone et le regarda droit dans les yeux. Et Wade le regarda en retour avec les yeux d'un homme qui venait de réaliser que l'étranger en vêtements bon marché qu'il avait renvoyé 3 jours plus tôt était le chef de la mafia qui se tenait maintenant devant lui. Emmerich dit
Je n'ai besoin de rien de votre part. Je n'ai pas besoin d'excuses. Je n'ai besoin de rien d'autre. Ce que votre famille m'a fait quand j'étais enfant ne m'a pas détruit. Ça m'a créé. Mais vous devriez savoir que je l'ai vu, et vous avez quand même choisi de fermer la porte. Wade ne put dire un mot. Emmerich se tourna vers Franklin Burgess, l'homme de 70 ans figé, le visage pris entre la peur et l'humiliation, et dit « Et vous, Franklin, vous avez dit un jour qu'une mauvaise herbe poussant dans un sol mort ne porte jamais de fruits. J'espère qu'aujourd'hui vous avez vu que même un sol mort peut produire quelque chose quand il décide qu'il portera des fruits. » Franklin ne donna aucune réponse. Puis Emmerich se retourna vers la foule et dit « Je suis venu ici pour visiter une tombe, celle de Sawyer Briggs, l'homme boiteux qui portait en lui plus de dignité qu'une centaine de personnes en bonne santé de cette ville réunie. Et je resterai jusqu'à ce que ce qu'il mérite ait été construit sur sa tombe. » Puis il prononça ces derniers mots dans un calme parfait, sans un tremblement, sans une hausse de voix. « Et cette ville qui m'a laissé dormir dehors verra que j'ai financé un centre de santé communautaire dans le quartier sud. La chose même dont vous vous plaignez tous depuis des années de ne jamais avoir eu. Non pas parce que vous méritez de recevoir quoi que ce soit de ma part, mais parce qu'il y a des enfants ici aujourd'hui qui ne portent aucune culpabilité pour ce que leurs parents ont fait. Et je ne leur ferai pas ce que vous m'avez fait. » Cette dernière phrase fut la plus forte de toutes, parce que ce n'était pas de la vengeance, cela se situait au-dessus de la vengeance. Dans le silence qui suivit les derniers mots d'Emmerich, la place d'Ashford devint quelque chose qu'elle n'avait jamais été auparavant. Un miroir. Chaque personne présente se regarda dedans et se vit d'elle-même. Il y avait des visages qui brillaient sur les bords, des larmes qui ne tombaient pas mais s'accumulaient le long des cils. Le genre de larmes qui viennent quand quelque chose touche l'endroit qu'une personne a caché le plus soigneusement. Il y avait des visages pleins de honte, baissés, incapables de regarder l'homme en costume au milieu de la place. Car le regarder, c'était regarder la preuve de leur propre indifférence. Il y avait aussi des visages pleins d'admiration. Les plus jeunes, des gens qui n'avaient pas vécu assez longtemps pour porter la culpabilité, mais qui avaient vécu assez longtemps pour comprendre ce que ce moment signifiait. Et tous, peu importe la différence de leurs expressions, partageaient une chose, la reconnaissance. Wade Stone se tenait dans la foule avec le visage d'un homme qui voulait disparaître, mais qui n'avait nulle part où aller parce que toute la ville se tenait autour de lui. Perry et Dwight se tenaient à côté de lui, la tête baissée, silencieux de la même manière. Bryce Kendall recula encore plus dans la foule, comme si en s'éloignant suffisamment, personne ne se souviendrait qu'il avait lui aussi été l'une des portes fermées. Puis quelque chose se produisit que personne sur la place n'avait prévu. De l'arrière de la foule, quelqu'un s'avança. Pas un vieil homme, un jeune homme de 25 ans, grand, mince, et sur son visage, il y avait quelque chose qu'Emmerich reconnut immédiatement, parce qu'il l'avait vu sur son propre visage plus de 20 ans plus tôt. La détermination de quelqu'un qui sait qu'il est sur le point de faire quelque chose de difficile, mais qui sait qu'il doit le faire quand même. Le jeune homme traversa la foule, les gens s'écartant pour le laisser passer, et se dirigea droit vers Emmerich. Il s'arrêta à quelques pas. Il se tenait droit, ne s'inclinant pas, n'ayant pas peur, mais ne défiant pas non plus. Il se tenait de la manière dont un homme se tient quand il y a quelque chose qui doit être dit, et qu'il va le dire quoi qu'il arrive. Emmerich le regarda et sut qui il était. Orson Burgess, le fils de Franklin. Le jeune homme qu'Emmerich n'avait jamais rencontré car il était né après son départ d'Ashford, mais son visage portait les traits de son père. Et dans cette ville, il n'y avait qu'une seule famille aux Burgess. Orson parla d'une voix jeune, courageuse et totalement dépourvue de prétention. « Monsieur, mon père a eu tort. Je ne peux pas retirer ce qu'il a dit, mais je peux dire devant tout le monde qu'il a eu tort et que ce qu'il vous a fait était injuste. » La place devint encore plus silencieuse qu'auparavant, si une telle chose était possible. Puis tous les yeux se tournèrent vers Franklin Burgess. L'homme de 70 ans se tenait au bord de la foule, tenant toujours sa canne, et sur son visage, il y avait maintenant une bataille que tout le monde pouvait voir. Une bataille entre la fierté qu'il avait suivie toute sa vie et autre chose. Quelque chose qu'il avait peut-être enterré sous cette fierté il y a très longtemps. Mais son fils venait de le déterrer devant toute la ville. Franklin resta immobile un moment, un long moment. Assez longtemps pour que certaines personnes pensent qu'il pourrait se tourner et s'en aller, mais il ne le fit pas. Il s'avança lentement,
chaque pas lourd d'un vieil homme coûtant plus que le précédent, et vint se tenir à côté de son fils. Il ne dit pas grand-chose, il ne dit que 4 mots. Le garçon a raison. 4 mots. Mais ces 4 mots, prononcés devant toute la ville, prononcés par Franklin Burgess, l'homme le plus riche et le plus fier d'Ashford, l'homme qui en 70 ans n'avait jamais admis avoir tort sur quoi que ce soit, portait plus de poids que n'importe quelle punition qu'Emmerich aurait pu imaginer. Plus lourd que le convoi blindé, plus lourd que le pouvoir, plus lourd que l'argent. Parce que c'était la vérité dite à voix haute par l'homme même qui avait eu tort. Et il n'y a pas de punition plus douloureuse que d'être forcé d'admettre de sa propre bouche, devant tout le monde, ce que l'on sait en soi. Emmerich regarda les 2 hommes Burgess, le vieux père et le jeune fils, debout côte à côte. Et un bref instant, il vit quelque chose qu'il ne s'était jamais attendu à voir à Ashford. Le courage, dit-il. Admettre une erreur demande du courage et cela mérite le respect. Puis il se retourna vers la foule, les regarda tous et dit d'une voix qui ne contenait aucun jugement, seulement de la clarté. Ceci est entre chaque personne et sa propre conscience. Je n'ai besoin de la soumission de personne. J'ai seulement besoin qu'il sache. Et maintenant, il savait. Emmerich resta à Ashford, non pas parce qu'il avait besoin de rester, mais parce que quelque chose devait être terminé avant son départ. Ces hommes, ceux que Voss avait fait venir de Chicago, commencèrent à construire le centre de santé communautaire dans le quartier sud de la ville. Sur le terrain vague dont personne ne s'était soucié pendant des années, sauf pour laisser l'herbe pousser. Des camions transportant des matériaux arrivaient chaque matin. Les ouvriers travaillaient du lever au coucher du soleil, et la ville regardait. Pour la première fois dans l'histoire d'Ashford, quelque chose y était construit. Pas avec l'argent des impôts ou des dons, mais avec l'argent d'un homme que la ville elle-même avait autrefois abandonné. Et pendant ces jours, tandis que le son des marteaux et des perceuses s'élevait du chantier, Emmerich marchait souvent seul jusqu'à la lisière de la ville. Il allait au grand rocher au bout du chemin de terre. Le même rocher où des années auparavant, un vieil homme boiteux s'était assis à côté d'un garçon orphelin et avait demandé « Qu'est-ce que tu regardes ?» Emmerich s'assit sur ce rocher, le même rocher au même endroit, et regarda les champs s'étendant jusqu'à l'horizon. Les champs étaient les mêmes. L'horizon était toujours lointain, mais il n'était plus le garçon qui regardait au loin, parce que ce qui était proche ne voulait pas de lui. Il était l'homme qui était allé dans ce lieu lointain et qui était revenu. Chaque jour, il se rendait sur la tombe de Sawyer. La pierre tombale en granit qu'il avait commandée avait maintenant été mise en place, propre, digne, se détachant des autres vieilles tombes usées du petit cimetière de la ville. Il s'asseyait à côté de la tombe, sur l'herbe, et parlait. Il se parlait à lui-même. Personne n'entendait. Personne ne savait que le chef du syndicat Stone, l'homme dont un signe de tête pouvait faire trembler la moitié de Chicago, s'asseyait chaque soir sur l'herbe d'un petit cimetière de l'Illinois, parlant aux morts. Mais les mots qui devaient être dits étaient dits quand même si celui qui écoutait n'était plus là. Il raconta à Sawyer ce qui s'était passé sur la place. Lui parla de Franklin Burgess, admettant qu'il avait eu tort. Lui parla d'Orson, le fils de Franklin, se levant devant son père. Lui parla des visages dans la foule. Puis il se tut. Et dans ce silence, il se souvint de quelque chose que Sawyer lui avait dit un jour, quand il était encore un garçon. Un après-midi, sur ce même rocher, Sawyer avait dit « Les gens ne se souviennent pas autant de ce que tu leur as donné que de la façon dont tu les as fait se sentir. L'homme qui les fait se sentir petits n'est pas oublié. Et l'homme qui leur fait sentir qu'ils ont de la dignité n'est pas oublié non plus. Mais choisis ce que tu veux qu'ils se souviennent de toi. » Emmerich avait fait ce choix il y a longtemps. Il a choisi non pas avec des mots, mais avec des actions. Avec la clinique qui s'élevait jour après jour dans le quartier sud de la ville, en se tenant devant les gens qu'il avait traités cruellement sans lever le poing, en donnant quelque chose que ceux qui le recevaient ne méritaient pas, mais dont les enfants innocents avaient besoin. Et dans les jours où Emmerich resta, l'attitude de la ville commença à changer. Pas bruyamment, pas par des excuses ou de grands gestes, mais par quelque chose de plus petit et de plus vrai. Leurs yeux changèrent. Quand Emmerich marchait dans la rue, les gens qui lui avaient autrefois fermé leurs portes au nez le regardaient maintenant différemment. Pas avec la peur du pouvoir de la mafia, car si cela n'avait été que de la peur, ils auraient baissé la tête
et cela n'aurait pas été un vrai changement. Mais avec le regard de gens forcés de s'examiner et n'aimant pas ce qu'ils voyaient, Emmerich n'exigeait rien d'eux, aucune excuse, aucun respect. Il était simplement là, présent chaque jour, marchant dans leur rue, assis sur le rocher à la lisière de leur ville, visitant la tombe de Sawyer dans leur cimetière. Et cette seule présence suffisait, car chaque jour où il restait là était un jour de plus où ils devaient se souvenir que le garçon orphelin qu'ils avaient laissé devant leur porte construisait maintenant pour leurs enfants la chose même qu'ils n'avaient jamais réussi à construire. Puis le centre de santé communautaire fut terminé. Le bâtiment était compact, peint en blanc, avec un toit gris. Il se dressait dans le quartier sud de la ville, là où auparavant il n'y avait qu'un terrain vague envahi par les herbes folles. À l'intérieur se trouvaient des salles d'examen, du matériel et toutes les choses dont Ashford s'était passé pendant tant d'années parce que personne ne s'en était assez soucié ou n'avait eu assez d'argent pour les construire. Emmerich le regarda longtemps ce dernier matin, non pas avec fierté, mais avec un sentiment d'achèvement. La façon dont un homme regarde quelque chose quand il a tenu sa promesse et ne doit d'explication à personne. Puis il dit à Voss de rassembler les hommes, de faire les bagages et de se préparer à partir. Et quand les VUS noirs s'alignèrent sur la route principale d'Ashford pour la dernière fois, toute la ville était déjà là. Personne ne les avait appelés. Personne ne leur avait ordonné de venir, mais ils se tenaient là quand même des deux côtés de la route, silencieux, regardant. Certains se tenaient sur leur porche, d'autres au bord de la route, certains tenant des enfants dans leurs bras. Et tous regardaient dans une seule direction, vers la route que le convoi allait prendre. Emmerich sortit de la maison d'Agnes Porter, où il était resté pendant tous ces jours. La vieille femme se tenait sur le porche, à côté du rocking chair où elle s'était assise le soir de son arrivée, et le regarda avec les yeux calmes de quelqu'un qui regarde un fils partir au loin, sachant déjà qu'il irait bien. Emmerich la regarda en retour et fit un petit signe de tête, un signe qui n'avait besoin d'aucun autre mot entre eux. Il monta dans le véhicule, mais avant que le convoi ne se mette en mouvement, il dit à Voss de s'arrêter au cimetière. Le véhicule s'arrêta. Emmerich sortit seul et traversa les rangées de vieilles tombes jusqu'à l'endroit où reposait Sawyer. La pierre tombale en granit qu'il avait commandée se dressait là, propre et solide, portant les mots qu'Emmerich avait choisis un par un. Sawyer Briggs a enseigné quand personne ne le demandait, a donné quand il avait peu à donner. Emmerich se tint un instant devant la pierre. Il ne dit rien. Cette fois, il n'y avait pas besoin de parler, car tout ce qui devait être dit avait déjà été dit pendant ces après-midi, assis sur l'herbe la semaine passée. Il se tint simplement là. Et à ce moment, dans le petit cimetière d'une petite ville de l'Illinois, le chef du syndicat Stone n'était pas du tout un chef de la pègre, mais seulement le garçon orphelin qui était revenu dire au revoir à la seule personne qui avait cru en lui. Puis il se tourna, s'éloigna, remonta dans le véhicule, et le convoi avança. Ashford le regarda disparaître au loin. Dans chaque paire d'yeux qui le suivait, il y avait quelque chose de différent. Dans les yeux de Wade Stone, il y avait une honte qu'il porterait pour le reste de sa vie. Dans les yeux de Franklin Burgess, il y avait l'étrange soulagement d'un homme qui avait enfin dit la vérité après l'avoir cachée pendant 70 ans. Dans les yeux d'Orson Burgess, il y avait du respect. Dans les yeux de Bryce Kendall, il y avait du remords. Dans les yeux d'Agnes Porter, il y avait il y avait la paix de quelqu'un qui avait toujours fait ce qui était juste et n'avait donc rien à regretter. Mais dans tous ses yeux, il y avait une chose en commun. Il n'oublierait jamais. Mon ami, toi qui écoutes cette histoire, Emmerich Stone n'est pas retourné à Ashford pour la détruire. Il est retourné pour la voir. Et la différence entre ces deux choses est la différence entre un homme qui a grandi et un qui ne l'a pas fait. L'injustice qu'il a subie dans son enfance était réelle. Elle était douloureuse. Et personne n'a le droit de le nier. Mais ce qu'il a fait de cette douleur, c'est la leçon. Il ne l'a pas laissé rester une blessure ouverte qui saignait chaque fois que la vie appuyait dessus. Il ne l'a pas laissé devenir de la haine, remplissant chaque recoin de son être jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour autre chose. Il l'a transformé en carburant, en direction et une raison de construire plutôt que de brûler. Et Sawyer Briggs, le vieil homme boiteux dont personne en ville ne prenait la peine de mentionner le nom, est l'épine dorsale de toute cette histoire. Car derrière chaque personne remarquable dans ce monde, il y a souvent quelqu'un dont le nom n'est jamais écrit dans les livres. Quelqu'un qui voit quand tout le monde se détourne.
quelqu'un qui donne même quand il a lui-même très peu. Et Anna Porter, la vieille femme qui a posé une assiette de nourriture devant une porte fermée, sans savoir qui était assis derrière, sans savoir que son petit acte cette nuit-là plantait une graine qui, des années plus tard, deviendrait quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La vraie gentillesse ne calcule pas, n'élabore pas de stratégie, n'attend pas d'être remboursée. Elle vient parce que la nature de la personne qui la porte est simplement bonne. Souvenez-vous de ceci. Toute ville, toute cité, toute famille qui traite ses membres les plus faibles avec cruauté ne crée pas seulement des ennemis. Elle peut aussi être en train de créer ses futurs leaders. Parce que la personne qui traverse les épreuves et reste debout, qui continue de construire, qui refuse de laisser son cœur devenir ce que les autres ont essayé d'en faire, cette personne porte quelque chose qu'aucune école ne peut enseigner et qu'aucun argent ne peut acheter. L'enfant qui dort dans le froid ce soir est peut-être la personne même qui construira votre clinique demain. Alors, faites attention à la façon dont vous traitez celui que vous pensez être en dessous de vous. Si cette histoire vous a touché, s'il y a eu un moment dans l'histoire d'Emmerich qui vous a fait vous arrêter et réfléchir, alors s'il vous plaît, appuyez sur j'aime. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin de l'entendre. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous pour avoir chaque jour une nouvelle histoire qui vaut la peine d'être écoutée. Nous voulons savoir ce que vous avez ressenti après cette histoire, où vous vous voyez à l'intérieur. Si vous êtes Emmerich essayant de vous élever, ou Sawyer aidant discrètement quelqu'un que personne n'a encore remarqué. Ou peut-être Agnès, faisant une petite bonne action chaque jour sans rien demander en retour. S'il vous plaît, écrivez dans les commentaires ci-dessous et partagez avec nous ce que vous avez ressenti du plus profond de votre cœur. Nous lisons chaque commentaire et chérissons chaque mot que vous écrivez. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une très bonne santé, une vie joyeuse et la paix dans votre cœur chaque jour. Merci d'avoir été là jusqu'à la dernière minute. Au revoir et à bientôt dans la prochaine histoire.